Cette vidéo fait partie des chapitres que j'ai enseignés en 2015 et en 2016 dans le cadre du module numéro 22 Soins palliatifs et fin de vie à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade Université Hassan Ier. Dans cette quatrième vidéo, nous allons parler des soins primaires et de la prise en charge des symptômes d'inconfort en fin de vie. Si la lutte contre la douleur est une priorité essentielle, l'accompagnement en fin de vie nécessite une évaluation rigoureuse d'autres besoins fondamentaux et symptômes d'inconfort en fin de vie. Je suivrai le plan suivant. Les soins de base participent au confort du malade. Ils doivent être méticuleux. Il s'agit de la toilette, la coiffure, le rasage, les ongles. Ils doivent être étalés dans le temps en cas d'épuisement physique. Les mobilisations quotidiennes effectuées par l'équipe soignante et les kinésithérapeutes évitent les attitudes vicieuses et les escarres. Si ces soins sont douloureux, il faut les faire précéder par la prise d'un antalgique. La mise au fauteuil est effectuée systématiquement tant qu'elle est confortable. L'examen attentif des zones d'appui, leur protection et les changements de position répétés permettent de prévenir les escarres. Les matelas mousse compartimentés ou les matelas à air alternés sont justifiés chez les sujets à risque. Le traitement des escarres installés est très important. Pour maintenir la notion de plaisir et de convivialité liée au repas, l'alimentation et l'hydratation orale restent la forme privilégiée d'alimentation. Malgré la fréquence des troubles digestifs en phase terminale, 90% des patients peuvent boire et manger jusqu'à leur dernier jour de vie, grâce à des soins de bouche adaptés. L'hydratation est effectuée en priorité par voie orale. Les boissons doivent être proposées à heure fixe. En fin de vie, l'hydratation artificielle n'apporte aucun confort supplémentaire. À l'inverse, les soins de bouche réguliers sont indispensables. Lorsqu'une hydratation est nécessaire, la voie sous-cutanée appelée hypodermoclyse est la méthode privilégiée en raison de son innocuité et de sa facilité de surveillance. Elle permet en outre l'adjonction de certains médicaments de confort. Lors de l'hypodermoclyse, on peut utiliser un soluté salé isotonique ou un sérum glucosé 5 et 25% avec 2 à 4 g de NaCl. Une bouche propre et bien hydratée permet une parole et une déglutition plus facile. La laine reste fraîche et participe au confort du patient. Avec le vieillissement, les atteintes buccales sont fréquentes en raison d'une réduction des sécrétions salivaires, des effets secondaires de certains médicaments, du port de prothèses dentaires, d'une respiration par la bouche et des mycoses. Les lésions buccales gênent la communication, l'hydratation et l'alimentation. Elles deviennent douloureuses, altèrent la qualité de vie. Les soins de bouche en fin de vie sont très importants. Lors d'une bouche sèche, il faut conseiller le patient d'hydrater la bouche avec de l'eau en petite quantité, sucer de l'ananas frais ou des glaçons, consommer des glaces en sorbet et mettre des pulvérisations avec des sprays d'eau. En cas de bouche sale, il faut nettoyer la bouche avec des compresses imbibées de bicarbonate toutes les 4 heures à distance des repas et nettoyer les dents et les dentiers. En cas de mycose, on utilise du sérum de bicarbonate avec de la bétadine buccale, plus ou moins du Dactarin. Le mélange, on ajoute à 500 ml de bicarbonate de sodium à 1,4%, 40 ml de fingizone ou 5 ml de mycostatine. Si l'atteinte est diffuse, on aura recours à un antimycosique par voie générale. En cas d'ulcération douloureuse, on utilise de la xylocaïne en gel, en application locale, de l'Ulcar 3 comprimés par jour à sucer lentement avec chaque repas. Les préparations maintenues à température ambiante doivent être renouvelées toutes les 24 heures. L'alimentation par la bouche doit être conservée le plus
longtemps possible. Il est nécessaire de fractionner les repas et de proposer des collations avec des boissons enrichies en protéines. Les aliments les mieux acceptés sont lactés et sucrés. La présentation des repas est importante. L'indication d'une assistance nutritionnelle doit rester exceptionnelle à ce stade. Dans l'alimentation du sujet en fin de vie, il n'y a plus l'exigence de l'efficacité nutritionnelle. Il faut assurer un bien-être physique et moral en maintenant la symbolique du repas lorsque le patient le souhaite. Il faut respecter les souhaits du malade concernant ses habitudes alimentaires. De petits repas fréquents 4 à 6 par jour sont mieux tolérés. La texture des aliments proposés doit être appropriée aux possibilités du malade. En cas de nausée, il est préférable d'offrir des plats froids sans odeur, tels les glaces, les crèmes et les yaourts. La présentation des plats doit être attractive avec des petites portions. Il faut privilégier la convivialité. En fin de vie, les troubles digestifs sont très fréquents. Les nausées et les vomissements sont fréquents en fin de vie. Ils entraînent de l'inconfort. Le méthoclopramide et le domperidone, qui a une action centrale, normalise le péristaltisme et relâche l'antre prépylorique. Les butyrophénones sont des antagonistes de la dopamine et sont efficaces sur les vomissements induits par la morphine. Les anticholinergiques, de même que les corticoïdes, sont aussi actifs. La constipation est habituelle en fin de vie du fait de l'immobilisation des modifications alimentaires et des médicaments. La gêne abdominale est variable, il peut y avoir des fausses diarrhées. Une surveillance régulière du transit intestinal est indispensable. En cas de constipation avérée, un toucher rectal doit être systématique à la recherche d'un fécalome. Le traitement repose sur la voie orale. Les laxatifs sucrés ou osmotiques sont utilisés à titre préventif et curatif. Les laxatifs utilisés par voie rectale déclenchent des réflexes exonérateurs. La dyspnée se caractérise par une sensation subjective de gêne respiratoire. Elle est souvent intriquée à l'angoisse. Elle touche 29 à 74% des patients en fin de vie. Les causes organiques principales sont l'encombrement bronchique avec bronchospasme, l'insuffisance cardiaque et les cancers évolués. En cas d'encombrement pulmonaire, la kinésithérapie est la thérapeutique de première intention. Les fibroaspirations au lit du malade ont une efficacité ponctuelle mais ne sont pas possibles dans tous les services et sont souvent mal supportées. Les corticoïdes réduisent le bronchospasme. L'oxygénothérapie diminue l'effort respiratoire et rassure le patient. Elle doit être utilisée lors d'une dyspnée aiguë. La morphine a un effet bénéfique sur la sensation pénible de la dyspnée. Les anxiolytiques contribuent à ralentir la fréquence respiratoire grâce à leur effet myorelaxant et apaisent l'angoisse induite par l'hypoxie. Le diazépam peut être utilisé par voie intrarectale à l'aide d'une canule adaptable à la seringue. Les autres symptômes respiratoires sont représentés par les hémoptysies importantes et par la toux. L'immobilisation au lit et la déshydratation favorisent la survenue d'infections urinaires symptomatiques. En phase terminale, le patient présente très souvent une rétention urinaire incomplète ou complète avec des pertes d'urine favorisées par la stase fécale ou par effet secondaire des médicaments. La mise en place d'un péniflot ou d'une sonde à demeure peut dans ces cas améliorer le confort. L'utilisation des protège-habits doit être très prudente au début. La qualité du sommeil doit être maintenue. Elle est étroitement liée au contrôle de la douleur physique. Elle dépend aussi de l'anxiété et de l'état thymique. Des états confusionnels d'origine multifactorielle peuvent apparaître étroitement liés au contrôle de la douleur physique. Elle dépend aussi de l'anxiété et de l'état thymique. Des états confusionnels d'origine multifactorielle peuvent apparaître dans les derniers moments de la vie.
Ils sont favorisés par une sédation excessive d'origine médicamenteuse, la correction de l'hyperthermie et des troubles métaboliques, la réduction de la thérapeutique améliore la vigilance. Parallèlement, il est fondamental d'aider le patient à garder des repères, par exemple une chambre calme et éclairée, et des contacts fréquents avec sa famille et l'équipe soignante. Si l'agitation est importante avec cauchemars et hallucinations, il faut penser à réduire ponctuellement la posologie des opiacés et à utiliser l'allopéridol avec posologie initiale inférieure à 1 mg par 24 heures. Le traitement de la douleur et l'accompagnement d'une personne mourante sont des situations malheureusement auxquelles les personnels de santé sont peu sensibilisés. Dans ce contexte, il importe d'élargir le concept de soins palliatifs aux phases terminales de toutes les maladies. Le travail de l'équipe soignante est de maintenir jusqu'au bout une relation entre le malade, sa famille et au sein de l'équipe. L'écoute est l'aide pour faire face à la mort malgré la souffrance, les difficultés de communication, les bouleversements affectifs, l'épuisement physique, le polymorphisme des symptômes et les difficultés techniques requièrent de la part des soignants une formation et des qualités professionnelles et humaines spécifiques. Je rappelle que dans la vidéo numéro 1, nous avions parlé de la médecine face à la fin de vie et de la classification des soins, dans la vidéo numéro 2 des soins palliatifs et dans la vidéo numéro 3 des soins de fin de vie et de l'aide médicale à la mort. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport.